Alors reprenons. J'ai laissé là deux mots qu'on avait écrits, sur lesquels on va revenir. Donc, enfin, vous le savez, vous le saviez déjà, la théorie de la relativité générale est donc une théorie de l'espace-temps et une théorie de la gravitation. Et ça peut paraître étrange a priori que l'espace-temps ait quelque chose à voir avec la gravitation. Bien sûr, la gravitation, comme toutes les forces, on peut dire que ça s'inscrit dans l'espace-temps, oui, d'accord. Mais de voir la gravitation comme un effet de la structure de l'espace-temps, de la géométrie en l'occurrence de l'espace-temps, c'est quelque chose qui n'est pas évident a priori. Il y a toujours cette difficulté, effectivement, est-ce que c'est une théorie de l'espace-temps? Est-ce que c'est une théorie de la gravitation? Bien sûr, c'est les deux. La difficulté, c'est que on peut dire que c'est une théorie mathématique de l'espace-temps, puisqu'il va falloir définir et décrire des structures. Qu'est-ce qu'on entend par géométrie de l'espace-temps? Alors on a déjà une petite idée, parce qu'on connaît la géométrie euclidienne, mais on sait déjà que ça a été dépassé quand vous avez fait de la relativité restreinte. Donc vous avez déjà une idée d'une géométrie qui n'est pas la géométrie la plus intuitive. C'est une théorie donc mathématique de l'espace-temps et on va dire une théorie physique de la gravitation. Alors, mais évidemment c'est lié. Donc il y a une mathématique de la gravitation. La partie physique de la gravitation, ça va être un peu ce que l'un d'entre vous avait dit au départ, c'est qu'il y a le comportement de l'espace-temps, donc la géométrie de l'espace-temps, et il y a le comportement des corps dans l'espace-temps. Et donc il y a la notion de trajectoire, qui est traitée dans le cadre de la théorie, la physique newtonienne, la physique classique, donc trajectoire ou mouvement. Donc c'est la mécanique, donc c'est ce qui est traité à travers le concept de force. Et ce qui n'est pas clair du tout, c'est en quoi la notion de force peut être liée à la notion d'espace-temps. Et elle ne peut pas. Enfin, disons, le lien, ça ne va pas être celui-là. Le lien entre gravitation et espace-temps va reposer sur le fait que ce qu'on appelle gravitation n'est pas une force à proprement parler, même s'il y a des éléments, on verra, il y a la question des forces de marée, mais la gravitation proprement dite est déjà dans la théorie newtonienne une force qui a un caractère très particulier, au sens où elle peut tout simplement être annulée par un changement de référentiel. Alors, on va y venir. Avant ça, je voudrais revenir sur cette notion d'espace affine, qui est quelque chose à quoi vous êtes extrêmement habitués. Vous savez tout ce que c'est qu'un espace affine, ou ça vaut le coup que je rappelle un petit peu la définition? Donc je rappelle un peu ce dont il s'agit. Alors, tout tourne autour de la notion de vecteur. Qu'est-ce qu'un vecteur? Alors la réponse d'un mathématicien à qu'est-ce qu'un vecteur, elle est très simple. Un vecteur, c'est un élément d'un espace vectoriel. Ok, super. C'est quoi un espace vectoriel? C'est un espace dans lequel, donc c'est un ensemble d'éléments avec lesquels on peut faire des combinaisons linéaires. Donc on a un espace vectoriel sur un certain corps. Alors, vous savez qu'en physique quantique, c'est le corps des complexes. Nous, on va travailler avec le corps des réels. Hein. Et donc, si vous avez un certain vecteur V1 et un certain vecteur V2, vous pouvez faire alpha V1 plus bêta V2
Donc voilà, j'appelle E l'espace en question. Voilà. Vous pouvez faire toutes les combinaisons linéaires et ça doit vérifier un certain nombre de propriétés. Ces propriétés sont très naturelles et sont, enfin, vous les connaissez tous, alpha fois V1 plus V2, c'est alpha V1 plus alpha V2. Alpha plus bêta V1, c'est alpha V1 plus bêta V1. Une fois V1, c'est V1. 2 fois, 3 fois V1, c'est 6 fois V1, etc. Enfin, vous connaissez ces propriétés. Les vecteurs, vous les avez rencontrés, je pense, dans votre jeunesse, dans votre prime jeunesse, à travers les vecteurs d'espace. C'est-à-dire qu'on a le plan euclidien, j'allais dire évidemment, puisque jusqu'à une date assez récente dans l'histoire de l'humanité, on ne connaissait pas d'autres géométries que la géométrie euclidienne. Vous avez 2 points, A et B, et vous pouvez former le vecteur AB, et vous le représentez comme une flèche qui va de A à B. On peut appeler ça un vecteur d'espace, si vous voulez. Et c'est comme ça qu'on a rencontré les vecteurs, pas à l'école maternelle, mais presque. Et alors, il y a un certain nombre de lois. Alors d'abord, alors oui, il y a un certain nombre de lois, je vais encore me prendre de l'eau sur la tête. Il y a la relation de Schall, vous connaissez tous la relation de Schall, qui dit que AB plus BC égale AC. Donc B, c'est un autre point C, voilà. Là, il y a le vecteur BC. Et vous avez ici le vecteur AC. Tout ça est bien gentil. Et puis après, alors vous pouvez avoir 2 fois le vecteur AB, c'est vous prenez la même direction et vous le faites 2 fois plus grand. Et puis, donc, on peut combiner les vecteurs. Donc, on peut les additionner en les mettant bout à bout et on multiplie par des nombres en multipliant leur longueur. Donc, c'est comme ça qu'on a rencontré les vecteurs. Et donc, c'est naturel d'introduire les vecteurs comme ça, la notion d'espace vectoriel, parce que ce sont les propriétés, enfin, l'idée des combinaisons linéaires, c'est la propriété très intuitive, immédiatement perceptible, des vecteurs d'espace qu'on dessine comme ça entre 2 points. Alors, néanmoins, donc si je fais, par exemple, si je veux faire le vecteur AB plus AC ici, donc AB plus BC, je sais faire, ça fait AC. Ok, relation de Schall. Mais AB plus AC, comment je fais AB plus AC? Parce que j'ai besoin de ça pour faire des combinaisons linéaires. Comment je fais AB plus AC? Donc j'ai AB plus AC. Ce que vous faites, c'est que vous prenez ce vecteur, vous le mettez là. Et du coup, maintenant, on peut faire le Schall. C'est donc ça plus ça, et donc ça fait ça, voilà, AB plus AC. Et on comprend bien qu'en faisant des combinaisons linéaires, si je prends 2 vecteurs quelconques, celui-là et celui-là, en faisant des combinaisons linéaires de ces vecteurs-là, en faisant 3 fois, donc celui-là je vais l'appeler A et B, en faisant 3 fois A moins 4B, je vais, à partir de ce point-là, O, je vais faire donc 3 fois A moins 4B, je vais me retrouver là, et on comprend bien qu'on peut atteindre tous les points du plan comme ça. Bref, donc le plan est un espace vectoriel de ce point de vue-là. C'est un espace vectoriel à condition qu'on ait choisi un point de référence. Mais qu'à cela ne tienne, parce que je peux choisir n'importe quel point de référence. Et il y a une opération absolument magique que j'ai faite là, et vous n'êtes pas rendu compte que j'ai fait une opération complètement dingue. Quand j'ai voulu faire AB plus AC, j'ai dit AB plus AC, ah bah qu'à cela ne tienne, je le mets là, et du coup je fais ça. J'aurais pu faire l'inverse, bien sûr. J'aurais pu dire, ah ben en fait, AB plus AC, c'est AC plus AB. C'est une propriété aussi évidemment de l'espace vectoriel. Le plus doit être commutatif. Enfin, bon, vous connaissez ces propriétés. Donc j'aurais pu faire AC plus AB. Bah, du coup, je mets AB là et j'arrive au même point. Donc c'est bien commutatif, tout va bien. Bref, cette intuition qu'on a des vecteurs est basée sur notre intuition de la manière dont ça se passe dans le plan euclidien. Alors ça se généralise à 3 dimensions, à 12 dimensions, comme on veut.
Mais l'opération magique en question, c'est que j'ai pris ce vecteur et j'ai dit, ben, je le mets là, c'est le même. Et ça, c'est un truc incroyable quand on y pense bien. Vous dites que ce vecteur, c'est le même que celui-là. Ça, pour pouvoir faire ça, il y a besoin de cette structure qu'on appelle justement la structure affine, qui fait que votre espace, ce n'est pas juste un ensemble de points, c'est un ensemble de points associés à un espace vectoriel. Et je ne fais pas le formalisme mathématique complet de l'espace affine parce que vous le connaissez en réalité. Je veux juste pointer les éléments clés dont on se sert tous les jours. C'est que donc, donc quel que soit le point P dans l'espace et quel que soit le vecteur U, V, donc à faire, dans l'espace vectoriel, V, grand V, espace vectoriel. Donc, pour faire un espace affine, il vous faut un espace et un espace vectoriel. Et donc, quel que soit P, quel que soit V, il existe un unique M, point M, dans l'espace, tel que le vecteur PM soit égal au vecteur V. C'est-à-dire, je choisis ce vecteur-là, alors je le représente dans l'espace, mais c'est un vecteur, et je prends ce point-là, P, eh bien il existe un unique M tel que PM égale V. C'est ça que ça dit, c'est évident, on a l'habitude. Et du coup, effectivement, je peux prendre ce vecteur et l'amener là et dire que c'est le même. Parce que j'ai ce vecteur, AC, c'est un vecteur, et il existe, si je me mets en B, enfin il existe, si je choisis B, il existe un seul point D, tel que BD égale AC. Il n'y en a qu'un, il n'y a aucune ambiguïté. Si j'ai un vecteur là, je peux le mettre là, je peux le mettre là, je peux le mettre là, et je dis, c'est le même vecteur, c'est le même élément de l'espace vectoriel sous-jacent. Donc le plan euclidien, c'est R2, c'est-à-dire l'ensemble des couplets de nombres x, y. Je peux le représenter, disons, j'ai un isomorphisme, je devrais l'appeler homéomorphisme à ce stade, on viendra plus tard, entre le plan et deux nombres. Et effectivement, je peux par exemple choisir une origine et puis deux axes comme ça, c'est les coordonnées cartésiennes, vous connaissez tous ça. Et chaque point de l'espace peut être associé à un doublet de nombre, sa coordonnée x, sa coordonnée y. Donc chaque point M de l'espace est représenté par deux coordonnées xm, ym. Okay. Donc l'espace lui-même, il est homéomorphe. Je ne sais pas si vous savez pour l'instant ce que ça veut dire, enfin en termes topologiques, il est homéomorphe à R2, mais il y a un truc en plus, c'est qu'il y a une notion de vecteur et que effectivement, je peux, enfin tout ce que j'ai dit là est vrai, donc je peux prendre un vecteur et reconnaître que, donc je peux associer, en fait c'est ça que ça veut dire, c'est j'ai une fonction qui a deux points de l'espace, donc de l'espace croix lui-même, je peux associer un unique V dans l'espace vectoriel sous-jacent. Et cet espace vectoriel, en l'occurrence, c'est le R espace vectoriel R2, ça marche aussi, mais en tant qu'espace vectoriel, et donc ce vecteur, je le note AB, voilà. Bon, vous savez tout ça, je ne vais pas dans le détail du formalisme de ça, c'est complètement standard, mais vous voyez qu'il y a cette propriété magique qui est liée à cette structure affine, qui fait que, ça a un sens de parler de vecteur d'espace. Le vecteur AB, ça veut dire quelque chose. Je prends deux points, il existe, je prends deux points, il existe un et unique vecteur de l'espace vectoriel sous-jacent, tel que, associé à ce bipoint A et B. Et je le note vecteur AB. OK. Rien de très magique. Sauf que ça,
ça marche parce que le tableau est plat. Si je prends maintenant une sphère, c'est un espace de 2 dimensions, je parle juste de la surface, de la sphère, c'est un espace de 2 dimensions, je le représente ici plongé dans l'espace à 3D, et c'est un espace à 2 dimensions, et effectivement je peux repérer chaque point de cette sphère par des coordonnées, par 2 coordonnées, sa latitude et sa longitude par exemple, ou n'importe quoi d'autre, je peux choisir le système de coordonnées que je veux là-dedans, et donc je peux repérer chaque point par 2 coordonnées, c'est un espace à 2 dimensions, alors alors il n'est pas homéomorphe à R2 d'un point de vue topologique, parce que d'abord il est compact, mais si vous voulez, je prends un plan que je déforme comme ça dans l'espace 3D, j'ai un truc courbé, voilà. Et à ce moment-là, celui-là, il va être, en tant qu'espace, il va être homéomorphe à R2, d'accord? Simplement, je ne peux pas là-dessus définir un vecteur d'espace. Je prends 2 points, A et B, et j'associe un vecteur AB. C'est quoi ce vecteur AB? C'est un truc qui fait comme ça, là. Ça, c'est le vecteur AB, d'accord? Et puis, maintenant, je prends un point C ici. Et donc, j'ai le vecteur, je ne sais pas par où je passe, c'est ça le vecteur AC. Et comment je fais AB plus AC? En fait, vous voyez bien que ça ne colle pas. Si je reviens sur la sphère, je ne sais pas, je prends ce point-là, je fais ce vecteur-là, et puis celui-là, voilà. Ce serait ça. Alors déjà, c'est bizarre, le vecteur, il est un peu courbé, mais vous me direz, je ne vois pas qu'il est courbé, puisque je m'intéresse qu'à la sphère en elle-même. Néanmoins, maintenant, comment je fais le vert plus le rouge? Je prends lui et je le mets là, mais je le mets comment? Je le mets comme ça? Mais du coup, si je le mets comme ça, si je le transporte parallèlement à lui-même dans l'espace 3D plongé extérieur, il n'est même plus sur la sphère, ce bout de courbe là, comme ça. D'accord? Vous voyez qu'il y a un petit problème quand même. En plus, ça va dépendre de comment je le transporte, parce que si je passe comme ça directement, ok, mais si je passe par ailleurs... Exactement. Et c'est là que la courbure intervient. Donc on a un problème ici fondamental, qui est qu'on ne peut pas définir un vecteur associé à 2 points si on n'a pas une structure qui dit précisément qu'on peut le faire, ce qui est la structure affine. Ça marche très bien dans le plan euclidien, ça marche dans R3 euclidien aussi, mais ça ne marche pas de manière générale dans n'importe quel espace. Et la question c'est, est-ce qu'on est sûr que notre espace, parce qu'on a dit, ok, on a une intuition spatio-temporelle, il y a un sens à parler d'espace et de temps, peut-être que dans une physique ultérieure, au niveau fondamental, ce ne sera plus le cas et qu'on verra comment l'espace-temps est un truc apparent qui se construit à partir d'un truc plus profond. Ok, on n'en est pas là, on fait la théorie de notre espace-temps et de la physique dans l'espace-temps parce qu'on constate qu'il y a de l'espace-temps, donc on est là. La question c'est, ok, donc il y a un espace-temps, est-ce que notre espace-temps est affine? Est-ce que ça a un sens de parler du vecteur entre 2 points? Alors on pourrait dire, bah oui, évidemment. Oui, d'accord, mais ça c'est un postulat. Et si c'était pas vrai? Et en fait, c'est pas vrai. C'est précisément ce que dit la relativité générale. Il n'est pas... en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est soyons prudents, il n'est pas garanti que l'espace-temps de la réalité physique soit un espace-temps affine dans lequel il y a un sens de prendre 2 points et de dire soit le vecteur qui relie les 2 points. Et on comprend bien intuitivement quand on voit... parce que on a tous une intuition d'un truc courbé dans un espace supposé euclidien. On voit bien qu'il est impossible, sur la sphère par exemple, ou sur n'importe quel truc courbé, quoi, il est impossible de définir de manière cohérente un vecteur d'espace. Eh bien précisément, à partir de maintenant, on ne parlera plus jamais de vecteur d'espace. Il n'y a pas de vecteur d'espace. Ça n'a aucun sens de dire, de former un vecteur AB, où A et B sont des points
de l'espace ou de l'espace-temps. Ça n'a aucun sens, ça n'existe pas. Ça pourrait exister si l'espace-temps était plat, même si l'espace était plat, c'est juste que ce n'est pas le cas, et donc c'est fini, on ne parlera plus jamais de vecteurs d'espace. Et ça, vous voyez tout de suite le problème, parce que toute la physique est écrite avec des vecteurs d'espace. Toute la physique pré-relativité générale, parce que, oui. Mais il y a des notions qui existent comme de déformation de matrice, donc il y a des déformations de vecteurs aussi. Oui, des déformations de vecteurs, mais de quel vecteur? Je sais pas, on peut déformer une matrice, donc pourquoi on ne pourrait pas déformer un vecteur? Non, enfin, je ne sais pas ce que vous appelez déformer un vecteur. Un vecteur. Vecteur vitesse. Alors, on va pouvoir définir un vecteur vitesse. Mais là, alors, très bien, j'allais y venir. Il faut faire la distinction entre un vecteur d'espace et un vecteur dans l'espace. En un point. Enfin, pardon, pas dans l'espace. Un vecteur en un point de l'espace. Un vecteur est toujours dans un espace vectoriel. Alors, je vous fais un dessin tout de suite, vous allez comprendre. Expérience standard de physique, je lance un corps dans l'espace avec... donc j'ai un champ gravitationnel G, je lance un corps avec une vitesse initiale V0. Voilà, il a une trajectoire, pas de frottement, rien, tout va bien, il a une trajectoire parabolique. Voilà la trajectoire du corps. Exercice de première ou terminale, ou je ne sais pas, calculer la trajectoire de ce corps. Alors vous mettez le corps au point M. Alors il a une certaine vitesse V à l'instant T, d'accord? Alors vous avez un repère, par exemple, au, je sais pas, UX, UY. Alors vous avez ici le vecteur R de t égale OM. Et puis vous dites, bah, c'est facile, il y a le poids qui s'applique ici, P égale mg. Et puis vous écrivez m dv sur dt égale P. Et puis vous projetez sur les axes, et puis tout va bien, et puis vous résolvez, et vous trouvez la parabole, tout va bien. Voilà. Alors là, la chose que je veux vous faire remarquer, c'est qu'il y a des vecteurs de type très différents que j'ai décrits ici. J'ai représenté plein de vecteurs sur le tableau. D'abord, il y a le vecteur G ici, champ de pesanteur uniforme, G même partout. Il y a le vecteur P, il y a le vecteur V, il y avait le vecteur V0, et puis il y a le vecteur OM, il y a le vecteur... Là-dedans, il y a un seul vecteur qui est très différent des autres, qui est le vecteur OM, qui est un vecteur d'espace. C'est le vecteur qui va de ce point-là à ce point-là. C'est un vecteur, comme je l'ai dit avant, c'est lui, il a besoin de la structure affine. Je parle de vecteur R qui relie deux points. Ça va de là à là. Et c'est ça qui, dans un espace courbe, ça n'a plus aucun sens. Je vais de là à là. Par où? Là aussi, on pourrait dire par où? Mais c'est celui qui va tout droit. Mais ça veut dire quoi, tout droit? Il va falloir se poser cette question. Quand je vous dis... Si je vous dis... Si je vous dis... Voici une ligne droite. Vous allez me dire... non, ça, c'est pas une ligne droite, ça. Comment ça, c'est pas une ligne droite? Bien sûr que si, c'est une ligne droite. Pourquoi c'est pas une ligne droite? Alors peut-être je vais vous demander, ok, alors vous, dessinez-moi une ligne droite. Vous me dites, ça, c'est pas droit? Allez-y. Alors je suis sûr que vous allez me faire un truc comme ça. Et là, vous allez dire, ah, ça, c'est droit. Ah oui? Et c'est quoi la différence, en fait? Pourquoi ça, c'est droit et pas ça? En fait, dans l'espace, il faudrait définir le concept de géodésique. Mais ça se généralise très mal. Par exemple, pour la sphère, si on a deux points qui sont, on va dire, à des pôles opposés, il y a une infinité de géodésiques qui relient les deux points. Absolument. Donc, ouais. Ouais. Pourquoi ça c'est droit et pas ça? Si on définit la ligne droite comme
Alors, on peut montrer mathématiquement que dans un espace ici 2D, la seule droite entre deux points qui a la distance minimale, c'est celle qui a la forme ici de droite et que toute autre forme a une distance plus grande. Ok, donc ce que vous dites, c'est que ça, c'est la ligne qui relie ces deux points-là avec la distance la plus faible. La droite et la ligne, le plus court chemin entre deux points. Mais, ok, et donc vous me dites celle-là, non. Mais moi, si je vous dis qu'en fait, cette courbe-là, ici, elle est plus courte. Celle-là, elle est plus courte. Regardez, 1 cm, 2 cm, 3 cm, 5 cm, et celle-là, 12, 20, 50, 100, 3,50 m. Donc vous faites appel à une notion sous-jacente qui est une notion de distance, et vous me dites, cette distance-là, en fait, c'est la même que ça. Ah bon? Vous l'avez décrété comment, ça? Je vous dis, mais non, regardez, ça, c'est 2 fois plus long que là. Vous dites, bah non, vous voyez bien que non. Je vois bien. Ah oui, et donc si je suis aveugle, ça ne marche plus? Comment vous allez me dire que ça, c'est plus grand que ça? Par l'orthonormalisation de l'espace. Et donc, vous faites appel à une notion d'orthogonalité, une notion de direction et d'angle. Vous faites appel à une notion de distance. Et donc, mais vous avez raison, on est d'accord que cette droite-là et celle-là est droite et pas celle-là. Mais on est d'accord à condition de supposer tout un tas de trucs sous-jacents sur l'espace. Et si ce n'était pas vrai? Parce qu'on est habitué à ça. Parce que là, alors, donc il y a deux façons. Tous les deux, vous avez fait sortir une façon de dire que cette droite, la droite, c'est la verte et pas la noire, parce que c'est celle qui... Alors, parce que c'est le chemin le plus court. Il y a une autre façon de dire, c'est celle qui va tout droit. Et ça veut dire quoi d'aller tout droit, en fait? Ça veut dire que ça ne tourne pas. Mais maintenant, moi, je peux vous dire, en fait, c'est celle-là qui va tout droit. Regardez, je vais par là, puis par là, puis par là, et voilà, je ne tourne pas. Je me dis, si, vous avez tourné. Comment ça, j'ai tourné? Ça veut dire quoi, tourner? Moi, je dis, là, non, c'est là que vous tournez, là, regardez, là, vous êtes en train de tourner. Je dis, donc, vous faites appel à une intuition, d'ailleurs, visuelle, parce que si vous fermez les yeux et que je vous dis, regardez, là, je ne tourne pas, vous ne savez pas laquelle je suis, enfin, ça ne veut rien dire comme ça. Il faut arriver à le définir. Donc, ce que vous allez dire, c'est que celle-là, en fait, sa tangente ici, sa tangente, c'est toujours la même. D'accord? Une ligne droite, c'est ça en fait, c'est toujours la même direction. Vous allez par là, puis une fois que vous y êtes, vous allez toujours par là, et toujours dans le même par là, dans la même direction. Mais moi, je peux vous dire, regardez, ce vecteur-là, vous voyez, c'est le même, regarde, je mets le même, c'est le même, puis c'est le même, puis c'est le même. Vous dites, oui, mais c'est pas le même. Comment ça, c'est pas le même? Si je vous dis que c'est le même, vous. Et vous me dites que non, le même que celui-là, c'est celui-là. Ah bon? Mais vous l'avez décrété comment, que c'est celui-là qui est le même que celui-là? Moi, je dis que c'est celui-là qui est le même que celui-là. Et vous avez quoi à me répondre à ça? Vous allez dire, c'est évident, ça se voit. Attendez, c'est évident, ça se voit. Parce que maintenant, remettons-nous sur la sphère. Ce vecteur-là, c'est le même que celui-là? Alors, vu de 3D, il n'a pas du tout la même direction. Hein. C'est le même que celui-là ou bien c'est le même que celui-là? Et si vous allez de Paris à Tokyo, c'est quoi la ligne droite? C'est pas ça, hein. Pourtant, là, vous pouvez dire, si, regardez, c'est la même direction, je le suis. Non, la ligne la plus courte, c'est celle-là. Parce qu'en fait, c'est celui-là, plus celui-là, plus... En fait, c'est celui-là qui est le même vecteur. Vous voyez bien qu'il y a un truc qui ne va pas, là. Et donc, quand on dit, ouais, une ligne droite, c'est une ligne droite, quoi. On va toujours tout droit. En fait, on fait appel, justement, à une notion qui est le tour de magie que j'ai fait ici. Je prends AC, puis je le mets là, puis je dis, c'est le même. Et pour dire c'est le même, il faut qu'il y ait cette structure affine qui dit je prends un point et un vecteur, il existe un unique point tel que le vecteur d'espace entre un point et un autre soit le même que le vecteur dont je parlais. Et ça, c'est une structure qui nous paraît complètement évidente, c'est comme ça qu'on a introduit les vecteurs. Sauf que dans un cas d'une structure courbe, enfin d'une surface courbée comme ça, et on a aussi cette intuition-là, on voit bien que ça ne marche pas du tout. Et donc, l'espace-temps, alors là, d'accord, on va dire, bien sûr, c'est une surface qui est courbée au sein d'un espace qui, lui, est euclidien. Comment ça? Vous le savez que cet espace-là, il est euclidien?
Parce que nous dit la relativité générale, c'est non seulement que c'est pas sûr, mais c'est que c'est même sûr que non, en fait. L'espace-temps, il est courbé. On ne peut pas faire une chose pareille. On ne peut pas, c'est juste impossible. Il n'existe, ce vecteur-là, qui va de O à M, ça n'a pas le moindre sens, à moins que vous définissiez cette structure. Mais vous voyez que c'est un truc que vous posez en plus dans l'espace-temps. Vous ajoutez, vous postulez qu'il y a ce truc-là. Et si ce n'est pas le cas, comment on fait? Ben, ce n'est pas le cas. Et donc, on ne fait pas. Alors, du coup, donc il faut bien distinguer. Il y a ce vecteur-là qui est un vecteur d'espace, qui suppose la structure affine de l'espace dans lequel on se place. Alors là, c'est la représentation du vrai espace dans lequel a lieu la trajectoire, mais on suppose que tout ça est euclidien, qu'il y a cette structure affine. Donc on a ce vecteur d'espace entre là et là, et après, tous les autres vecteurs, ce sont des vecteurs en un point. V, ce n'est pas un truc qui va de là à là, évidemment. On le représente là, dans l'espace. Mais c'est un vecteur, ce n'est pas un vecteur qui va de là à là, c'est la vitesse du corps ici. Quand il sera là, d'ailleurs, il aura une autre vitesse. D'accord? C'est un vecteur en un point. Ça, c'est très intéressant. Parce que, qu'est-ce qui nous autorise à représenter ce vecteur en ce point-là, de le représenter entre ici et là, dans l'espace? C'est très étrange qu'on fasse ça. Pourtant, on fait tout ça tous les jours, on comprend bien ce que ça veut dire. Mais, en fait, ce vecteur-là, il n'appartient pas du tout au même espace que celui-là. Ça, c'est un vecteur d'espace entre O et M, c'est le vecteur OM. Et je peux le combiner à un autre vecteur d'espace. Par exemple, d'ailleurs, le vecteur, je vais mettre ici à M, donc ça c'est M à T, ici c'est M à T plus dt, et puis là je vais avoir le vecteur, R de T plus dt, et puis je peux fabriquer le vecteur dr ici, qui est le vecteur M de T plus dt. Ça c'est un vecteur d'espace qui va de là à là. C'est un vecteur de l'espace affine sous-jacent. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc j'ai ce vecteur. Oui, et donc ça c'est un vecteur que je représente comme ça. Le vecteur V que j'ai écrit dessous là, c'est pas un vecteur qui va de quelque part à quelque part, et il n'appartient pas, donc c'est pas un vecteur du plan. D'ailleurs, il n'a même pas les mêmes unités. Lui c'est des mètres, lui c'est des mètres par seconde. Je pourrais choisir ce vecteur-là, je pourrais le faire plus grand. J'ai un choix complètement arbitraire de l'unité. Je le représente comme je veux. Tout ce qu'il faut, je vais essayer pour être un peu cohérent, que si la vitesse est 2 fois plus grande, je fais une flèche 2 fois plus grande. Plus longue, mais plus longue en termes d'espace. Donc c'est là où, vous voyez, je plaque sur un espace avec des vecteurs bien définis, je plaque des vecteurs qui appartiennent à un autre espace qui n'ont rien à voir, et donc la longueur n'a rien à voir avec la longueur que je représente. Vous voyez que c'est complètement différent. Le vecteur V n'a rien à voir ici, c'est un vecteur en un point que je représente entre deux points, mais c'est complètement arbitraire. Néanmoins, je lui mets une direction, et on a l'impression que ça a un sens, cette direction. Pourtant, c'est un vecteur qui est dans un autre espace. Mais c'est un vecteur qui est hérité du vecteur d'espace, parce que je le forme comme ça. J'écris que c'est la limite de ça sur dt, quand dt tend vers 0. Et donc quand je dis la vitesse, j'ai une vitesse par là, ça veut dire que je suis en train de me déplacer par là dans l'espace. Mais la vitesse, elle appartient à un autre espace qui n'a rien à voir. On est d'accord. Bon, de même, le poids P ici, c'est une force, c'est encore un vecteur qui appartient à un tout autre espace qui n'a rien à voir. Et ça n'a pas non plus les mêmes unités. Je pourrais faire plus grand, plus petit. Par contre, et puis je ne peux pas faire V plus P. Ça ne veut strictement rien dire. Vous voyez bien que ce n'est pas des vecteurs qui appartiennent au même espace. Je ne peux pas en faire des combinaisons linéaires. S'ils étaient dans le même espace, je pourrais faire alpha V plus bêta P. Ça ne veut strictement rien dire. Donc ils n'ont rien à voir. Ils ne sont pas dans le même espace. C'est très important. Parce que ce qu'on va voir, c'est qu'on va pouvoir définir une vitesse. C'est-à-dire, je peux définir, je suis sur la Terre et je définis une trajectoire. D'ailleurs, voilà, je fais ça. Je peux définir à chaque instant une vitesse. Mais la vitesse que j'ai ici, dans ma trajectoire, la vitesse que j'ai ici, elle appartient
à un espace, ce n'est pas un vecteur d'espace, encore une fois, ça vous l'avez compris, mais elle appartient à un espace, je peux dire, alors, ce sera l'intuition sous-jacente, on va pouvoir définir un espace tangent ici, donc grosso modo, si je regarde à petite échelle, ça a l'air d'être plat, c'est grosso modo, c'est euclidien. Si je tends infinitésimalement, c'est euclidien. Donc là, j'ai un vecteur ici, qui est un vecteur vitesse qui appartient à cet espace ici, tangent, et maintenant, quand j'arrive ici, eh bien, j'ai un autre vecteur vitesse, mais qui appartient à un autre espace, qui n'a rien à voir. D'accord ? C'est un autre espace. Jamais, d'ailleurs, vous avez peut-être pas remarqué, mais jamais en physique, vous faites un produit scalaire entre la vitesse quelque part et la vitesse ailleurs. Même en physique newtonienne, en supposant l'espace affine. Je ne sais pas, vous faites par exemple, vous calculez la puissance, vous dites que c'est F scalaire V. Oui, c'est la force qui s'exerce sur le corps à l'endroit où il est et où il a la vitesse V. Ça déjà, c'est des vecteurs au même point. Alors, ils n'ont pas les mêmes dimensions physiques, mais néanmoins, c'est pas la vitesse. Vous ne faites pas la vitesse de ce corps-là, scalaire, la force ailleurs, évidemment, ça n'a aucun sens. Bon, bref. Donc, tout ça pour dire que on n'aura plus jamais de vecteur d'espace, et donc, on ne peut pas écrire ça. Alors, quand même, donc la vitesse ici, on peut lui associer une direction qui va être la direction du déplacement, enfin, la limite de la direction du déplacement. Donc vous voyez deux choses, il y a une notion aussi de limite et une notion différentielle. Sauf que, de manière, telle qu'on le définit habituellement, la vitesse est définie à partir de la notion de vecteur d'espace. Mais on vient de dire que ça n'existe pas, les vecteurs d'espace. Ça n'existe plus jamais. À moins de supposer qu'on a un espace-temps affine, et ce n'est pas le cas. Donc il n'y a pas de R comme ça. Mais s'il n'y a pas de R, on ne peut pas faire un V comme ça. Et s'il n'y a pas de V, on ne peut pas écrire la loi de Newton. Comment on va faire ? Et on a besoin d'une notion différentielle si on veut écrire des équations différentielles, parce qu'il y a une autre chose qui est... Ah oui, on aurait peut-être pu dire au départ, c'est que dans notre intuition physique, mais qui reflète ce qu'on observe dans le monde, l'évolution des systèmes, on a dit qu'on a des systèmes qui évoluent dans le temps selon certaines lois, cette évolution est toujours continue, et en fait, elle est différenciable. Au moins à l'échelle fondamentale, c'est-à-dire si je tape avec une raquette dans une balle, on a l'impression que la vitesse elle change instantanément, mais si vous regardez à l'échelle élémentaire, il y a une élasticité, le mouvement de chaque particule, lui, il est différenciable, il n'y a pas un instant où ça change. Mais comment on va pouvoir dire, ne serait-ce que ça, qu'une courbe est différenciable, si on ne peut pas calculer justement la limite d'un dr sur dt d'un côté, la limite d'un dr sur dt de l'autre, et voir que c'est le même et dire que c'est bien différenciable. Qu'est-ce qui va distinguer ça de ça? Si je n'ai pas de notion de vecteur d'espace, ça va être un peu compliqué. Alors comment on va faire? Effectivement, donc, toute la physique repose sur l'idée qu'il existe des vecteurs d'espace, dans son écriture même. Tout repose là-dessus. Et ça n'existe plus. Donc il va falloir faire autrement. Alors, fort heureusement, ça ne va pas changer grand-chose en réalité. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir directement V indépendamment d'un vecteur position. Et on va voir comment définir la vitesse d'une courbe dans l'espace-temps, ou dans l'espace d'ailleurs, de manière générale, on va le faire abstraitement, on a un espace, qui peut être l'espace-temps, qui peut être n'importe quoi, un espace, donc on introduira la notion de variété différentielle pour pouvoir faire des dérivés aussi, et on a une courbe dans cet espace, et on va pouvoir définir intrinsèquement, non pas un vecteur entre deux points encore une fois, mais un vecteur en un point qu'on va définir comme la vitesse de la courbe en un point.
Alors ça paraît un peu étrange comme ça, mais c'est ça qu'on fera, et vous verrez, c'est pas compliqué, mais ça va être le point charnière, et c'est pour ça qu'on va passer un tout petit peu de temps à expliquer qu'est-ce que c'est qu'un vecteur en géométrie différentielle, parce que ce qui est sûr, c'est qu'on ne pourra plus s'appuyer sur les vecteurs d'espace, donc il faut démarrer directement un cran au-dessus sur la notion de vitesse, et une fois qu'on a une notion de vitesse, on pourra définir une notion de longueur. Oui, parce que, pardon, je reviens un peu en arrière, quand vous dites bah, celle-là elle est plus courte, etc., ce que vous appelez, comment vous mesurez la distance, bah, par exemple, si vous voulez calculer la longueur de cette courbe, qu'est-ce que vous faites? Bah, vous avez un petit dr, et puis vous avez la norme de dr, vous dites ça c'est la longueur de ce petit vecteur élémentaire, et puis vous l'intégrez le long de la courbe, et vous avez la longueur. D'accord? Enfin, c'est vrai sur une droite, et c'est vrai sur une courbe, vous faites tendre vers 0, parce que justement, c'est la courbe, mais vous commencez par une notion sous-jacente de longueur, de distance entre deux points. Et cette distance entre deux points, dans la structure affine qu'on a tous en tête, la distance entre deux points, c'est la norme du vecteur. C'est comme ça qu'on l'a définie. Et c'est comme ça qu'on dit, enfin c'est pour ça qu'on dit que la géométrie euclidienne, ben, c'est le truc qui dit que si on a deux points infinitésimalement voisins de dx et dy, ben, la distance c'est dx2 plus dy2. Si vous êtes à 3D, c'est d plus dz2. Voilà. Vous dites ça. Mais donc, et ça c'est quoi? C'est la norme du vecteur, mais du vecteur d'espace. Il n'y a plus de vecteur d'espace. Comment vous faites pour définir la longueur d'une courbe? Eh bien, ce qu'on va faire, c'est on va faire exactement le contraire de ce qu'on fait habituellement quand on a des vecteurs d'espace. On a son vecteur, on prend sa norme et puis on intègre la norme. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir directement la vitesse d'une courbe. On va donner un sens au fait que je me déplace par là à une certaine vitesse. Je pourrais me déplacer dans la même direction plus vite. Et je peux aussi me déplacer dans une autre direction. Donc on sent bien qu'il y a quand même un truc là. Je dois pouvoir être capable de définir ce que ça veut dire aller par là à une certaine vitesse. On va arriver à faire ça, et une fois qu'on aura fait ça, on pourra définir la longueur d'une courbe en intégrant la vitesse. C'est-à-dire, vous faites la somme des v dt le long de la trajectoire, et vous avez la longueur. Donc, on va procéder complètement autrement. Donc, c'est pour ça que ça va être très important de bien comprendre ce que c'est qu'une vitesse, parce que c'est le vecteur qu'on va introduire. Alors, c'est ce qu'on appelle l'espace tangent. On va définir l'espace tangent à la variété. On va voir comment faire ça. Vous inquiétez, on ne va pas faire ça aujourd'hui. Ça va, c'est pas compliqué, mais vous comprenez que c'est un changement de perspective complet. C'est pour ça qu'il faut bien poser les choses. Sinon, très rapidement, on ne sait plus de quoi on parle. Ok, donc ça c'est dit. Le vecteur, l'espace affine, ok, gravitation. Combien de temps il reste? Ok. Donc maintenant, je vais parler de gravitation. Maintenant qu'on a dit ce qu'on avait à dire. Ah oui, non, dernier point. En relativité restreinte, on a encore un espace affine. C'est en ce sens-là où il y a vraiment une rupture nette entre la relativité restreinte et la relativité générale. Bien sûr, une fois qu'on a la relativité générale, on peut voir la relativité restreinte comme un cas particulier de relativité générale où l'espace sur lequel on n'a pas supposé de structure affine, en fait, en a une, parce qu'il se trouve qu'il est plat et que sa courbure est nulle, etc. Donc, certes, la relativité restreinte est un cas particulier de la relativité générale, mais vous ne passez pas de la relativité restreinte à la relativité générale en faisant une espèce de généralisation. Non, parce que quand vous avez fait la relativité restreinte, vous avez supposé cette structure sous-jacente. Vous avez écrit des quadrivecteurs. Des quadrivecteurs position. Vous avez écrit, je mets toujours deux flèches sur les quadrivecteurs, vous avez écrit CT, X, Y, Z. Et ça, en partant d'une origine, bien sûr. Hein. Donc vous avez, je ne sais pas si je représente... Voilà, je représente l'espace-temps comme ça, là, avec le temps qui s'écoule là. T, vous avez un X et Y. Et vous prenez le point O pris comme référence, vous prenez un événement ici, et lui, vous dites, voilà, vous dites que R, c'est le vecteur OE de l'événement de coordonnées 0, 0, 0, 0, dans ce système de coordonnées, on est d'accord, à celui-là.
Et donc vous avez ce vecteur d'espace. Et vous dites, je connais la norme de ce vecteur. La norme, j'écris, j'ai la métrique de Minkowski, et je dis que la norme du vecteur OE, eh bien, c'est moins C2 T2 plus X2 plus Y2 plus Z2. Voilà. Donc c'est la distance d'espace ordinaire moins la distance temporelle, c'est-à-dire l'intervalle de temps, enfin fois C parce que c'est les mêmes unités, mais donc vous avez la distance spatiale au carré moins la distance temporelle au carré, et ça vous donne la distance d'espace-temps. Et on parle de distance d'espace-temps, ce qu'on appelle l'intervalle, hein, l'intervalle d'espace-temps. Et vous voyez bien que c'est la norme du vecteur OE. Et vous dites que, donc voilà le vecteur OE, puis vous prenez un autre événement ici, A, et vous dites, il existe un unique B tel que ce soit le même vecteur. D'accord ? Donc l'espace-temps de Minkowski, l'espace-temps de la relativité restreinte, il a cette structure affine, cette structure avec un espace vectoriel, et il y a un sens à dire que ce vecteur est le même que celui-là. Oui, il a les mêmes coordonnées. D'accord ? C'est exactement comme dans l'espace euclidien. Ok, il y a un signe moins. Ok, donc c'est pas la même géométrie. C'est pas la même géométrie, c'est pas la même métrique, mais c'est un espace affine dans lequel on peut faire tout ce qu'on fait habituellement. Ok, il y a un signe moins. Bon, bah, très bien. Ok. Donc voilà. Donc là vraiment, c'est là que se situe le nœud. Enfin, on va s'émanciper de cette supposition qu'il y a une structure affine sous-jacente. Ok, alors parlons de gravitation maintenant. Parce que quel rapport entre tout ça et la gravitation? Alors, la gravitation est une force très spéciale qui peut s'annuler, tout simplement. Alors, qui peut s'annuler localement, mais pour l'instant, enfin, je ne vais pas répéter localement à chaque fois, j'y reviendrai un peu plus tard. Donc, c'est une force qui peut s'annuler, et c'est quelque chose qu'avait déjà remarqué Galilée. Tous les corps chutent de la même façon, et ceci est lié à ce qu'on appelle donc le principe d'équivalence. Qui dit, alors il y a plusieurs versions dans sa forme, dans sa forme première, on va dire, le principe d'équivalence dit que la masse inertielle est égale à la masse gravitationnelle. Donc, je note en toutes lettres, masse inertielle masse gravitationnelle. Alors, qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Vous connaissez tous cette distinction ou je... Oui? Pas sûr, si. Pas tout le monde. Très vite. Donc, il y a deux notions de masse complètement différentes. Il y a une notion de masse qui est liée à l'inertie. C'est la masse qui intervient dans l'équation de Newton, quoi. Mi dv sur dt égale F. Masse inertielle ici, c'est la masse. Cette masse dit comment un corps réagit à la présence d'une force. Un corps qui subit une force va voir sa vitesse changer, c'est l'essence de l'équation de Newton, et c'est la définition d'une force. La force, c'est ce qui fait changer la vitesse. S'il n'y a pas de force, la vitesse ne change pas. Un corps libre, soumis à aucune force, a un mouvement rectiligne uniforme, à condition qu'il soit dans un référentiel galiléen, ce qui d'ailleurs un tout petit peu problématique. Oui, il y a une autre chose que... Bon, bref, je reviendrai. Donc, un corps qui subit une force voit sa vitesse changer, mais s'il y a une plus grande masse, pour faire changer la vitesse de la même façon, il faut mettre une force plus grande. C'est plus dur de pousser un piano que de pousser un stylo. D'accord ? Et si j'applique la même force au stylo et au piano, le piano il va voir sa vitesse changer très peu. Parce qu'il y a une masse plus grande. Donc là, cette masse inertielle, c'est l'inertie du corps, c'est un coefficient qui dit comment un corps résiste à l'application d'une force. À l'application de n'importe quelle force.
quelle que soit la force là, un corps 2 fois plus lourd, il va avoir une accélération 2 fois plus faible pour une même force. OK. Enfin, 2 fois plus lourd, 2 fois plus massif. Pardon pour le... OK, ça est bien clair. C'est la masse inertielle, la façon dont on réagit quand une force s'applique à nous. Et il y a une masse qui n'a strictement rien à voir, c'est la masse gravitationnelle qui dit que, quand il y a deux masses en présence, elles exercent l'une sur l'autre une force, voilà, comme ça, que vous connaissez, d'accord, U1, 2, ici, de 1 sur 2, voilà. Ça, c'est la masse gravitationnelle, c'est-à-dire, voilà, il y a un phénomène qui s'appelle la gravitation, de même qu'il y a un phénomène qui s'appelle l'électrostatique. Vous avez une certaine charge électrique, vous exercez une force électrostatique, et de même, vous subissez une force électrostatique. Donc, vous vous couplez à un champ électrostatique, enfin, voilà. Donc, il y a le fait que vous... Et de la même façon, il y a la masse gravitationnelle, qui est une charge gravitationnelle, c'est exactement l'équivalent d'une charge. Le fait d'avoir une masse gravitationnelle fait que vous attirez les autres corps à vous, enfin, que vous créez un champ gravitationnel, pour être un peu plus général, et également fait que vous subissez l'attraction d'un champ gravitationnel. Si vous n'avez pas de charge électrique et qu'il y a un champ électrique, vous en fichez, vous ne le voyez même pas. De la même façon, si vous n'avez pas de masse et qu'il y a un champ gravitationnel, vous en fichez, voilà. Donc la masse, en tout cas en physique newtonienne, le fait que vous ayez une masse gravitationnelle fait que vous exercez des actions gravitationnelles. Ça n'a rien à voir avec le fait que vous résistez plus ou moins à l'application d'une force quelle qu'elle soit. Sauf que, il se trouve que ces deux masses sont égales. Et ça n'a tellement rien à voir, encore une fois, qu'il y ait de la gravitation ou pas, de toute façon, vous avez une masse qui dit comment vous résistez à l'application d'une force. Ça, c'est la masse inertielle. Et par ailleurs, vous exercez une attraction sur un corps comme une charge exerce une attraction sur une autre charge. C'est deux choses qui n'ont rien à voir. Mais, constat de Galilée, tous les corps chutent de la même façon. Vous laissez tomber un corps lourd, un corps pas lourd, ils chutent pareil. Pourquoi ? Parce que si vous mettez ici la force gravitationnelle, vous avez m inertielle dv sur dt égale masse gravitationnelle fois g. Alors, il peut y avoir d'autres forces en prime, mais si vous êtes soumis à la force gravitationnelle, en fait, il se trouve que vous avez tous la même accélération, quelle que soit votre masse, c'est-à-dire que ça s'élimine, mi égale mg, et c'est ça, voilà. C'est ça le principe d'équivalence. Apparemment, tous les corps chutent de la même façon. Et ça paraît tellement dingue, puisque ça n'a rien à voir, c'est vraiment deux concepts complètement différents. S'ils sont égaux, ça doit vouloir dire quelque chose. Voilà ce que se dit Einstein. Il doit y avoir quelque chose de profond derrière. Et alors, en particulier, ça a une conséquence. Alors, encore faut-il que ce soit vrai. Alors, l'hypothèse d'Einstein, c'est que c'est exactement égal. Aujourd'hui, on a vérifié cette égalité jusqu'à la 15e décimale. Je crois même que on doit être à 3 ou 4, 10 moins 16. Je ne sais pas exactement. D'accord. Donc si elles ne sont pas égales, elles le sont jusqu'à la 16e décimale. Donc il n'est pas déraisonnable de se dire, ok, soit c'est une incroyable coïncidence, soit en fait ça nous dit quelque chose de profond, et en fait c'est la même chose, c'est-à-dire que la gravitation est liée à l'inertie, et la force gravitationnelle, c'est peut-être en fait une force d'inertie. C'est peut-être juste qu'on n'est pas dans le bon référentiel quand on sent la gravitation. Et effectivement, c'est cette fameuse expérience de pensée d'Einstein, si je suis dans un ascenseur en chute libre, je ne sens pas la gravitation. Je sens qu'il s'est passé quelque chose une fois que j'arrive au sol, on est d'accord, mais tant que je suis en train de tomber, je ne sens pas de gravitation. Il n'y a pas de gravitation. En fait, la gravitation, on peut l'annuler entièrement, localement. Tout simplement parce que vous savez comment se passent les forces d'inertie. Si vous êtes dans un... Alors, la loi de Newton, elle est valable dans un référentiel galiléen. Donc, vous avez ma égale F. Si vous vous mettez dans un autre référentiel, un référentiel accéléré par exemple, par rapport à ce référentiel-là, vous allez avoir une nouvelle accélération
A', qui vaut, alors on peut l'écrire, vous l'avez fait en écrivant la dérivée des vecteurs, etc. Vous allez, en général, on groupe ça comme ça, vous avez l'accélération du corps dans le référentiel de départ, plus une accélération d'entraînement, plus une accélération Coriolis. Coriolis, c'est le terme qui dépend de la vitesse, enfin peu importe. Et puis du coup, vous pouvez réécrire, vous avez... alors on va le faire autrement, on va dire, vous mettez, juste pour utiliser ça, vous mettez dans le référentiel, ouais, on va dire que A' est le référentiel... non, pardon, si, non, mais c'est ça. Ok, donc vous avez MA égale F, et A, c'est A' moins... oui, non, alors je vais le faire dans l'autre sens, je vais faire comme ça. C'est pareil, hein, on passe de l'un à l'autre, comme on veut. Donc vous avez MA' qui vaut MA moins MAE moins MAC, et MACF, donc voilà, donc vous avez donc plus une force d'entraînement, plus une force de Coriolis. Donc dans le référentiel non galiléen, vous pouvez réécrire comme l'équation Newton sans la changer, mais juste il faut rajouter deux forces, la force d'inertie d'entraînement qui vaut moins MAE et la force d'inertie de Coriolis qui vaut moins MAC. Et donc l'idée tout simplement, c'est de se dire, bah, et là pour le coup, cette masse-là, c'est la masse inertielle. Puisque c'est la masse de départ, c'est celle qui est ici, c'est la manière dont réagit une force. Je n'ai pas parlé de gravitation ici, que ce soit gravitation ou autre chose, peu importe. Donc c'est bien le MI ici, c'est une force d'inertie avec la masse inertielle. Et donc l'idée est de se dire, bah en fait, quand j'écris MI, quand j'écris MdV sur dt égale mg, si ce m-là, en fait, c'est la masse inertielle, principe d'équivalence, bah en fait, je suis exactement dans cette situation-là. C'est une force d'inertie, c'est tout. Et si je me mets dans le référentiel tel que AE égale moins G, égale G, enfin, si je me mets, si AE égale G, donc je me mets dans un référentiel qui est accéléré par l'accélération de la pesanteur, c'est-à-dire je me mets dans un référentiel en chute libre, en gros, je me laisse tomber. Bah, du coup, l'équation ici, ça va faire ça, moins MI AE, bah, ça fait 0. Et on retrouve comme une absolue évidence que si on est en chute libre, si on se met dans un référentiel qui accélère exactement comme le champ de pesanteur, c'est-à-dire je me laisse aller avec le champ de pesanteur, eh bien d'un seul coup, j'ai plus de force. Donc j'ai annulé la gravitation. Il n'y a pas de gravitation. La gravitation est une force d'inertie, rien d'autre. Voilà pourquoi masse grave égale masse inertielle. Parce qu'en fait, la force de gravitation, c'est une force d'inertie. Il n'y a pas de force de gravitation, c'est juste que je ne suis pas dans le bon référentiel. Oui. Si dans l'expérience de pensée de l'ascenseur, on attend suffisamment longtemps et que, par exemple, comme plus on s'approche de la Terre, plus la gravité est intense. S'il y a une évolution dans ce champ gravitationnel, comme le champ gravitationnel devient plus intense, Ouais. est-ce que ça marche toujours, cette chose, ou est-ce que ça marche seulement tant que l'accélération est constante? Non, ça marche aussi, encore une fois localement, parce que votre référentiel en chute libre, il est aussi accéléré pareil. En fait, le truc, c'est ça, c'est que si vous êtes en chute libre, je suis en chute libre avec ce stylo, et je lâche ce stylo, bah, il reste là, puisqu'il tombe comme moi. Si je le lâche, il reste là. Donc, pour moi, il n'y a pas de gravitation, en fait. On a complètement, mais on le voit ici mathématiquement, c'est-à-dire on a complètement accéléré la gravitation dès lors qu'on est dans un référentiel en chute libre. Et certes, G peut augmenter au cours du temps, mais il augmentera pour l'ascenseur comme pour moi, comme pour le stylo que je viens de lâcher. Donc en fait, le stylo sera toujours immobile par rapport à moi, je suis là, je le lâche, donc manifestement, il n'y a pas de force. Et de fait, il n'y a pas de force. Les corps qu'on pose sans vitesse initiale, il reste sans vitesse initiale, et si je le lance par là à une certaine vitesse, bah, il continue par là à la même vitesse, parce que c'est la loi d'inertie. En fait, la loi d'inertie qui dit que si F égale 0, alors A égale 0, c'est-à-dire V égale constante, d'accord? Cette loi-là, elle marche dans un référentiel galiléen en absence de gravitation, mais elle marche en présence de gravitation dans le référentiel en chute libre. Donc en fait, le vrai bon référentiel, celui qui fait disparaître, enfin,
tous les référentiels sont bons, mais je veux dire, celui qui rend l'écriture des lois les plus simples, c'est comme quand vous êtes dans le bus qui tourne à gauche, vous êtes projeté vers la droite, vous dites, ah, j'ai une force. Il n'y a pas de force, c'est juste que vous avez le bus qui tourne par là, vous avez le mur qui vous pousse de l'autre côté, mais c'est juste que vous n'êtes pas dans le bon référentiel. Vous pouvez décrire des choses dans le référentiel du bus si vous voulez. À ce moment-là, vous allez dire que je suis poussé par là. C'est juste que le bus est parti à gauche, donc j'ai l'impression d'aller à droite, c'est tout. La même façon là, vous dites qu'il y a de la gravitation qui me tire vers le bas. Ben non, c'est juste qu'il y a le sol qui vous pousse vers le haut. Si vous retirez le sol, vous allez voir qu'il n'y a aucun problème. Vous êtes en suspension. Enfin, vous êtes en suspension. Vous tombez. Mais non, le sol est en train de monter, c'est ça. Le sol est en train de vous pousser vers le haut. Donc évidemment, vous ressentez une accélération. Vous n'êtes pas dans le bon référentiel. Le bon référentiel, c'est celui en chute libre. Vous ne faites rien. Et là, je ne fais pas rien, il y a le sol qui me pousse en permanence. Retirez le sol, vous allez voir que tout va bien, il n'y a plus de gravitation. Donc la gravitation est une force d'inertie. Et c'est ça la conséquence du... Enfin, c'est ça la lecture de la physique, de la gravitation. C'est-à-dire, si vous dites MI égale mg, il doit y avoir une raison profonde. Et de fait, si MI égale mg, ce qu'on constate encore une fois jusqu'à la 15e décimale, on comprend bien qu'il est très facile d'éliminer la force de gravité juste en se mettant dans le bon référentiel, celui où elle n'est pas là. Le fait qu'on puisse éliminer universellement la gravité montre bien que c'est une force différente des autres. Parce que vous pourriez dire, ok, mais alors moi je vais faire pareil avec la force électrique. C'est-à-dire, j'ai F égale QE. D'accord? J'ai une certaine charge dans un champ électrique. Je subis une force. Et là, vous pourriez dire, ah ben, ok, vous voulez jouer à ça, ben moi je vais me mettre dans un référentiel où il n'y a pas de force électrique. Ah oui, certes, je peux me mettre dans un référentiel qui est accéléré avec une accélération à entraînement égale Q sur ME. Si je me mets dans ce référentiel-là, qu'est-ce qui se passe? Ben, je vais avoir MA' égale la force QE, moins M à E, donc moins M QE sur M, avec cette accélération. Et ça fait 0. Ah, ben voilà, je me suis mis dans le référentiel je ne peux pas dire chute libre, en énergie, enfin je suis le champ électrique comme ça, enfin je me mets dans un référentiel qui a cette accélération-là. Et ça y est, j'ai annulé la force électrique. C'est vrai. Sauf que si vous avez un corps qui a une autre charge, ça ne marche pas. Donc pour chaque charge, vous pouvez éliminer la force qu'elle subit, évidemment, en mettant exactement l'accélération que vous donne cette force. Ok, mais ça va marcher juste pour un corps. Là, c'est complètement universel. MI égale mg, tout le temps. Tous les corps chutent de la même façon. Je lâche ça, je lâche un électron qui a une force électrique. J'annule la gravitation pour tout le monde. Donc là, vous ne pouvez pas dire je subis une force électrique parce que je ne suis pas dans le bon référentiel. Non, il n'y a pas un référentiel universel qui annule les forces électriques. Donc vous pouvez toujours vous mettre dans un référentiel particulier et ajouter une force d'inertie, mais cette force d'inertie va pas faire disparaître le champ électromagnétique. Tandis que dans le cas de la gravitation, oui, vous pouvez, pour tout le monde, annuler la gravitation, il n'y a plus de gravitation. Est-ce que c'est Einstein qui a soulevé le fait que MI n'est pas égal à mg, ou bien dès Newton, on avait déjà fait la distinction entre les deux? Oui. Vous voulez dire le fait que ce soit deux concepts différents et que ce soit donc étrange? Oui. Ben, quand Galilée dit tous les corps chutent de la même façon, tout le monde lui dit mais jamais de la vie. Il a été en procès pour des choses comme ça. D'accord? Alors c'est pas pour ça qu'il a été condamné là pour le truc de la Terre qui tourne autour du Soleil, mais il est passé devant des gens en disant mais si je vous assure, si je lâche deux corps, ils chutent pareil. Les gens disaient jamais de la vie. Il a fallu qu'il le montre. Donc c'est-à-dire que donc les gens savaient très bien que c'était deux concepts différents. Et on l'a tous intégré tellement qu'on est persuadé qu'une plume chute moins vite qu'un boulet de canon. Alors, dans l'air, bien sûr, mais... Pardon, oui? En fait, la question que je me pose, c'est que si on se place dans le référentiel de chute libre, on considère que c'est nous qui sommes immobiles et que
signifie donc que le sol a un mouvement selon une direction. Mais si on répète cette expérience parfois à la surface de la Terre, ça signifie que le sol est en mouvement dans toutes les directions avec la même vitesse. Donc la Terre devrait Pas. augmenter immédiatement. Pas avec la même vitesse. Effectivement, la Terre nous pousse par là, si je suis debout ici. Si je suis debout là, la Terre pousse par là. Si je suis debout ici, la Terre pousse par là. Ouais, ça s'appelle la pression, quoi. Enfin, c'est la cohérence du corps. Donc j'ai effectivement, ici, j'ai une force qui me pousse par là. Ici, j'ai une force qui me pousse par là. Oui. Mais vous pointez quelque chose d'important, c'est que effectivement, on peut annuler la gravitation localement, pas partout, parce qu'effectivement, si je suis là, je peux me laisser tomber ici, je peux annuler la gravitation en me mettant dans ce référentiel-là. Mais si je suis ici, effectivement, le référentiel qui annule la gravitation, c'est pas le même que celui-là. C'est ça que vous disiez, en fait, j'ai bien compris. Le référentiel, c'est celui-là. Et donc, je ne peux pas annuler la gravitation en me mettant dans un référentiel qui soit le même ici et là. Et donc, c'est vrai localement qu'on peut annuler la gravitation. Alors, ça, c'est vrai absolument. La masse gravitationnelle et la masse inertielle. En tout cas, c'est ce que dit le principe d'équivalence. Et encore une fois, c'est vérifié à la 15e ou 16e décimale. Mais le fait qu'on puisse annuler la gravitation, ce n'est vrai que localement. Et en fait, même à l'échelle ici d'un ascenseur, alors si je fais quand même un grand ascenseur, en réalité, ici on est attiré par là, ici on est attiré par là. Ce n'est pas exactement la même direction. Donc déjà, en fait, vous pouvez annuler la gravitation en fait, en vous mettant dans un référentiel qui a cette accélération-là. Donc, ceci désigne un référentiel en bonne et due forme, et je reviens tout de suite après sur la notion de référentiel, à condition que G soit constant. Voilà. Donc, si G est inhomogène, alors on ne peut plus le faire. Et donc, en fait, les vraies forces donc il y a quand même un effet gravitationnel qu'on ne peut pas annuler, mais ce n'est pas G localement, c'est le gradient de G, c'est le fait que G ne soit pas le même partout. D'accord ? C'est l'inhomogénéité du champ, et c'est ça qui est responsable des forces de marée. C'est ça qui fait qu'en réalité, entre ma tête et mes pieds, il n'y a pas le même champ gravitationnel. Ici, ma tête est attirée vers le sol moins que mes pieds. Parce que simplement, mes pieds sont plus près du centre de la Terre, le champ gravitationnel est plus fort en bas. Donc en fait, si vous avez un corps en chute libre, en fait, ici, l'accélération ici est un peu plus grande que l'accélération là, en réalité. Donc vous avez un étirement. Et par ailleurs, du coup, ça va un peu vers la droite, vers le centre de la Terre, ça va un peu vers la gauche, et donc vous avez un aplatissement. C'est l'effet spaghetti, vous êtes étiré comme ça, et vous êtes un peu comprimé comme ça. Alors, à l'échelle ici, on ne le sent pas du tout, et le champ est quasiment parfaitement homogène. Dire que le G est le même ici, et là, et là, et là, c'est OK. Mais, en toute rigueur, on ne peut annuler le champ gravitationnel que localement, c'est-à-dire à la limite infinitésimale, où on considère que le champ G est uniforme. Donc en fait, on peut annuler un champ G uniforme. On ne peut pas annuler un champ E uniforme, à nouveau, comme je disais. Donc la distinction, elle reste là. Ce n'est pas parce que ce n'est que localement qu'on peut annuler la force de gravitation que l'argument qui dit que la force de gravitation est quelque chose de très différent de tout le reste tombe à l'eau. Non, non, ça reste parfaitement vrai. Mais effectivement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des effets gravitationnels qui ne peuvent pas être annulés par un simple changement de référentiel. Ça peut l'être localement, et ça on le verra en relativité générale, c'est très clair comment ça apparaît. Localement, si vous pouvez choisir un système de coordonnées tel que l'espace-temps soit sans gravitation, c'est-à-dire tel que l'espace-temps soit l'espace-temps de Minkowski. Et donc, localement, vous pouvez toujours écrire la métrique qu'on notera G mu nu, vous pouvez toujours l'écrire comme la métrique de Minkowski. L'espace-temps est localement, en un point, autour d'un point, mais c'est une structure différentielle, donc au premier ordre, si vous voulez, vous pouvez annuler la première dérivée. La métrique est celle de Minkowski. Donc
il ne s'agit pas de dire non plus que la relativité restreinte n'a rien à apporter à la relativité générale. La structure de l'espace-temps en l'absence de gravitation, c'est bien la structure de l'espace-temps en l'absence de gravitation de la relativité restreinte. Le problème de la relativité restreinte, c'est qu'elle ne sait pas traiter la gravitation, mais dès lors que vous annulez la gravitation, même si ça peut être fait que localement, alors vous retombez sur la structure de l'espace de Minkowski, parce que c'est la structure en l'absence de gravitation, quand la gravitation est négligeable. Alors, la gravitation peut être négligeable parce que vous êtes loin de toutes les masses, etc., ou bien simplement parce que, enfin, à une échelle où le champ gravitationnel est constant, bah, si vous sentez des effets gravitationnels, c'est que vous n'êtes pas dans le bon référentiel. Et si vous vous mettez en chute libre, et en fait, il n'y a pas de gravitation. Vous l'avez annulé. OK. Alors, je voulais dire un autre truc. Est-ce qu'on a un petit quart d'heure? Je voulais dire un autre truc sur la... Oups. Pardon, je refais mon lacet. Sur la notion de référentiel. Parce que ça, c'est très important. En fait, la notion de référentiel est centrale en physique newtonienne. Et c'est vrai qu'en relativité restreinte, on parle beaucoup de... Oups. On parle beaucoup de changement de référentiel galiléen, il y a cette fameuse transformation de Lorentz, etc. Et donc, on parle beaucoup de référentiel, mais c'est une notion qui est en fait, étrangement, abolie par la relativité restreinte. Qu'est-ce que c'est qu'un référentiel? On revient là-dessus, on l'avait dit, on a un corps, et à partir de ce corps, étant donné une notion de distance première, sous-jacente, on peut construire des points liés à ce référentiel, en disant c'est le point qui a telle distance, etc., bon, avec des coordonnées, mais fondées sur les distances. Donc on peut, dès lors qu'on s'est donné une référence, on peut définir des points de l'espace, mais d'un espace associé à cette référence. Alors, l'espace-temps, il existe aussi en physique newtonienne. Newton sait qu'il existe de l'espace et sait qu'il existe du temps. Tout le monde sait ça depuis toujours. Simplement, il n'y a pas de lien géométrique entre l'espace et le temps. On peut représenter, alors je vais représenter un espace à 2 dimensions. Voilà l'espace à un instant donné, d'accord, T1. Et puis, je peux représenter l'espace à un instant T2. Et puis, je peux représenter l'espace à un instant T3. Vous voyez que un point ici et un point là, en fait, bah, ils n'ont rien à voir. C'est-à-dire, comme on le disait, le temps, c'est justement ce qui distingue des choses qui ne coexistent pas. Donc, je peux dire que ce point-là, c'est le même que celui-là. Mais en réalité, c'est un autre événement. C'est-à-dire, c'est le même point, mais à un autre moment. Alors, du coup, qu'est-ce que ça veut dire que c'est le même point? C'est une autre réalité, c'est un autre élément de la réalité physique. Il y a cet événement-là, l'événement E1, puis il y a cet événement-là, c'est l'événement E2. Il appartient à un autre espace, en fait, puisque c'est un... On dit c'est le même espace, mais ça veut dire quoi? Puisque c'est un autre moment, ils sont distincts, c'est pas le même événement, donc c'est pas le même point. Si on considère vraiment les éléments, les vrais éléments de la réalité physique, c'est-à-dire des événements, au sens technique du terme, une position à un instant donné, ces deux points ne sont pas les mêmes. Et d'ailleurs, quand je représente comme ça cette stratification d'un espace-temps ici, je peux très bien, je pourrais tout aussi bien ce plan-là, je peux le mettre là, d'accord, et dire que E2 il est là, et puis, tiens, le plan 3, je le mets comme ça, là, voilà, voilà E3. C'est juste ailleurs. C'est ailleurs dans l'espace-temps. C'est un autre événement. Donc, je les mets les uns sur les autres. Ça ne veut rien dire. Cette distance-là, elle n'a rien à voir. Cette distance-là, c'est du temps. Ça n'a rien à voir avec une distance ici qui est de l'espace. Donc, c'est juste un autre plan. C'est juste une autre réalité. Donc, je les mets l'un au-dessus de l'autre comme ça. Mais en fait, c'est complètement arbitraire. D'accord? C'est ailleurs. Je peux le mettre là. Je peux le mettre courbé comme ça. Qu'est-ce que ça change? Enfin, courbé. Il faudrait qu'il se soit plat. Mais vous savez qu'on peut... Enfin, vous savez que ça, c'est plat. D'accord? Ça, c'est un espace plat.
savez ça? Ça, c'est plat. Une sphère, c'est pas plat, mais ça, c'est plat. Je peux l'aplatir sans rien déformer. Bon, on y reviendra s'il faut, mais bon, peu importe. En tout cas, donc vous voyez, le point est là. J'ai des espaces à des instants différents. Newton le savait, évidemment. Tout le monde le sait. Simplement, il n'y a pas de lien géométrique entre les deux. Ce qu'apporte la relativité restreinte, c'est de dire, attention, ce delta t, là, il a un sens géométrique. J'ai une métrique qui me dit, qui me lie le dt au dx, dy, dz. Et donc, je ne peux pas les ranger comme je veux là-dedans. D'accord? C'est-à-dire que je peux déterminer la distance entre le point E1 et le point E2. Et donc, c'est pas il est ailleurs. Non, non, j'ai un lien géométrique entre des points à des instants différents. C'est ça l'espace-temps. C'est une même entité géométrique. Je peux faire des rotations là-dedans, etc. Ça ne va pas toucher les points, ça va changer leurs coordonnées, t, x, y, z. Mais il y a un sens à parler de la distance entre deux plans temporels. Distance spatio-temporelle, l'intervalle d'espace-temps, quoi. Enfin, voilà. Donc je ne peux pas les ranger comme je veux. L'espace-temps, il est ce qu'il est. Après, je peux mettre les coordonnées que je veux dedans. D'accord. Mais il y a un vrai sens à parler de la distance entre deux points à des instants différents. D'accord? Même si la notion d'instant elle-même dépend du choix d'un référentiel. Bon, ok, n'empêche. Donc ça, c'est important. Et du coup, qu'est-ce que c'est qu'un référentiel? Un référentiel, c'est un truc qui dit que cet événement-là a lieu au même point que celui-là. C'est-à-dire que j'ai l'espace-temps, pouf, et je décide que ce point-là, c'est le même que celui-là. Mais ce n'est pas le même, c'est un autre événement. Mais je dis que spatialement, c'est le même. Donc je postule que ça, c'est pareil que ça, c'est pareil que ça. C'est-à-dire, j'identifie des points dans différents espaces. Mais comme je suis dans un espace-temps, avec une cohérence géométrique, je peux reconnaître que, je peux dire, en fait, cet espace est le même que celui-là, c'est juste plus tard. Et ce point-là, je dis que c'est le même que celui-là. Très bien. Donc j'ai une identification de points comme ça. Alors, je ne peux pas identifier... Alors, et le truc, c'est que j'ai le choix. Je peux dire, en fait, non, ce point-là, je vais l'identifier à celui-là. De toute façon, c'est un autre endroit dans l'espace-temps. Mais je dis, c'est le même endroit physique, c'est le même endroit spatial. Ok, c'est un autre endroit dans l'espace-temps, mais je dis, c'est le même endroit spatial. Et puis, j'ai dit, tiens, ici, c'est celui-là. C'est le même endroit spatial que celui-là. Et en fait, quand j'identifie ce point-là, alors que je peux faire les points intermédiaires, et voilà, j'identifie tous ces points, je dis, c'est les mêmes. Là, j'ai identifié un référentiel, en fait. Un référentiel, c'est un truc qui dit, ce point-là, de ce plan-là, c'est le même que celui-là, d'accord? Et donc différents référentiels, donc j'ai le référentiel rouge, celui qui dit que ce point-là, c'est le même que celui-là, c'est le même point. C'est pas le même événement, mais c'est le même point à chaque fois, je le suis. Et ça, c'est un référentiel. Et puis ça, c'est un autre référentiel. Voilà. Et ce que vous voyez, c'est que le référentiel bleu, en fait, c'est un référentiel qui va à une certaine vitesse, en l'occurrence constante, vers la droite, enfin à peu près constante, vers la droite par rapport au rouge. Ou le rouge va à une vitesse constante vers la gauche par rapport au bleu. En fait, ce que vous voyez, c'est que le choix d'un référentiel, en fait, c'est rien d'autre que le choix d'un système de coordonnées dans l'espace-temps. D'accord ? En fait, je peux décider que ce x-là, voilà, ce x-là, c'est le même que ce x-là. Voilà, enfin, cette direction x, si vous voulez. Donc, j'identifie les directions. Et ça me fait un référentiel. Maintenant, je peux vous faire un référentiel tournant associé à ce corps-là. Je vais le faire en vert. Il suit la même... L'origine suit la même trajectoire, mais en fait, il tourne. Vous voyez ? Enfin, voilà, je fais θ2... θ3, et j'ai un référence. C'est-à-dire, je dis, ce point-là, en fait, c'est pas le même que celui-là, c'est le même que celui-là. Et puis, c'est le même que celui-là. C'est en train de tourner. Voilà un référentiel tournant. D'accord ? Et puis, et donc, vous avez des axes. Enfin, voilà. Et vous voyez que c'est juste, vous êtes en train de découper l'espace-temps
avec un choix de coordonnées, mais vous faites absolument ce que vous voulez. Et le référentiel, alors le référentiel bleu, il est en mouvement, enfin par rapport au rouge qui identifie ces axes-là. Voilà les axes du rouge. J'en fais qu'un pour ne pas charger la figure. Donc, enfin voilà. Maintenant, vous pouvez prendre un référentiel en disant qu'en fait, j'ai une autre couleur. Ouais. Yes. Vous dites que ce point-là, en fait, c'est le même que celui-là, et puis que celui-là, et puis que celui-là. En fait, voilà. Voilà un autre référentiel. Il y a une autre. Vous dites ce point-là, je dis que c'est le même que celui-là. Bah, vous avez le droit. Faites ce que vous voulez. Vous tracez des lignes comme vous voulez. Vous choisissez la référence que vous voulez. Puis vous prenez cet angle-là, voilà. Donc il a d'abord été lentement en tournant par là, puis après il a accéléré en tournant par là. Ok, le corps il fait ce qu'il veut. Je lance un corps dans l'espace-temps. Voilà, je fais ça. Oups. Voilà. Et il y a une certaine trajectoire. Et je peux dire c'est le même point. Dans son référentiel à lui, c'est le même point à chaque fois partout. Donc et puis l'axe en question, je le suis. Et je vais avoir. Et vous voyez que c'est juste un découpage particulier de l'espace-temps. Donc ce qu'on appelle référentiel en réalité, ce n'est rien d'autre qu'un choix de système de coordonnées, un choix d'axe qu'on choisit dans l'espace-temps. Et là, on voit apparaître quelque chose de vraiment fondamental qui lève un problème majeur, à mon sens, de la formulation newtonienne de la physique, lié à la loi d'inertie. Peut-être on va s'arrêter là après. La loi d'inertie dit quoi ? Elle dit, s'il n'y a pas de force qui s'exerce sur un corps, s'il est au repos, il reste au repos, s'il y a une certaine vitesse, il la garde, donc si F égale 0, V égale constante. Mais on est obligé de dire, à condition qu'on soit dans un référentiel galiléen. Parce que bien évidemment, un corps qui, comme ceci ici, sur lequel subit aucune force, enfin la gravitation et la force de la table se compensent, F égale 0, le corps est au repos, il reste au repos. Mais si moi je me mets à bouger, le corps se met à bouger par rapport à moi. Donc dans mon référentiel, alors qu'il n'y a aucune force sur le corps, voilà qu'il se met à bouger tout seul, regardez, hop, il bouge à droite. Je recommence, hop, il bouge à droite. Donc c'est pas vrai qu'un corps sur lequel s'exerce aucune force garde sa vitesse constante. Et donc on est obligé de faire la distinction entre un référentiel galiléen et un référentiel non galiléen. Mais qu'est-ce qu'il y a dans la loi physique qui dit que celui-là il est galiléen, celui-là n'est pas galiléen ? Parce qu'il dit, c'est que, par définition, on dit un référentiel galiléen, c'est celui dans lequel la loi d'inertie s'applique. Ok, super, c'est un peu circulaire effectivement. La relativité restreinte vient nous expliquer tout ça. Parce que maintenant, on a une vraie structure de l'espace-temps. Et un référentiel galiléen, c'est quoi ? C'est un référentiel qui va tout droit dans l'espace-temps. Qui va tout droit dans l'espace-temps. Ce corps accéléré, là, si vous regardez sa ligne d'univers, alors, là j'ai parlé pour l'accélération linéaire, il y a aussi la rotation, donc, dont les axes tracent des plans dans l'espace-temps, si vous voulez. On peut le dire géométriquement. Ce corps-là, il est accéléré, ça veut dire quoi, il est accéléré ? Il est accéléré par rapport à un référentiel dont je dis que lui, il est bon, c'est un référentiel galiléen. Mais vous voyez bien qu'en physique newtonienne, on n'a pas d'outil pour dire, ça veut dire quoi quand un corps est accéléré. Donc, ça veut dire qu'il y a finalement la vitesse. Alors on revient au problème, est-ce qu'il y a une vitesse absolue ou c'est relatif par rapport à un autre corps, mais du coup, quels sont les bons corps de référence ? Dans la perspective de l'espace-temps, c'est parfaitement clair. Et la loi d'inertie devient non plus, si F égale 0, V égale constante dans un référentiel galiléen. Et c'est quoi un référentiel galiléen ? Lesquels le sont, lesquels ne le sont pas, pourquoi, etc. La loi d'inertie devient, si F égale 0, la trajectoire est une ligne droite. Point. La trajectoire dans l'espace-temps.
Et ce dans l'espace-temps est absolument magique, parce que je vous représente une trajectoire dans l'espace, celle-là. Est-ce que ça, c'est... Alors, donc c'est une trajectoire, c'est une droite. On retire... Ok, on dit qu'elle est droite, celle-là. Donc j'ai une trajectoire qui est une ligne droite dans l'espace. Est-ce que ça correspond au mouvement d'un corps libre? Bah, je ne sais pas. Je vous ai donné la trajectoire. Je ne vous ai pas dit comment elle est parcourue, cette trajectoire. Si je vous fais des tics toutes les secondes et que je fais ça, ben non, c'est pas un corps libre. Vous voyez que le corps, il a ralenti, puis il s'est mis à accélérer. Pourtant, la trajectoire, elle est droite. Du coup, j'ai besoin de faire appel à un temps dont je dis, comme dit Newton, le temps s'écoule uniformément. Si quelqu'un peut m'expliquer ce que ça veut dire, le temps s'écoule uniformément, ça veut dire qu'il se passe une seconde chaque seconde, en fait, c'est ça? Ben ouais, c'est un peu par définition, quoi. Donc, alors, avec la géométrie différentielle, il y a moyen de préciser un peu plus les choses. Mais, donc, vous voyez que si je vous donne une trajectoire et je vous dis qu'elle est droite, je n'ai pas dit grand-chose si je ne vous ai pas dit à quelle vitesse elle est parcourue. Mais dès que vous la mettez dans l'espace-temps, il faut qu'on s'arrête, c'est ça? C'est l'heure? Ah non, on a 3 minutes, c'est parfait. Dès que vous la mettez dans l'espace-temps, il y a une différence fondamentale entre cette trajectoire parcourue avec les tics violets et la trajectoire parcourue comme ça. Celle-là, elle est à vitesse constante. D'accord? Ça, c'est un mouvement rectiligne uniforme. L'autre, c'est juste un mouvement rectiligne. Mais quelle est la différence? Ben, dans l'espace-temps, c'est clair et net. Ben, dans l'espace-temps, c'est clair et net. Là, voilà. Tiens, je vais quand même le... La même trajectoire qui va être ceci, on va dire que voilà, se déplace comme ça. Donc, bah, en fait, oui, vous voyez bien. Donc, je vais prendre le cas où on fait ça, puis on ralentit, puis on réaccélère. Voilà. Ça, c'est la projection sur l'espace. Mais si je le mets dans l'espace-temps, bah, du coup, alors, je vais faire... voilà, on va faire 5... Enfin, je sais pas, j'ai combien de points. Allez, on va en faire 6. Donc, au premier instant, il est là. Au deuxième, il s'est moins déplacé. Puis après, il s'est déplacé plus. Puis après, il s'est déplacé encore plus. Donc, voilà la trajectoire. Ça, c'est pas du tout rectiligne uniforme. Par contre, si c'était rectiligne uniforme, ben, à chaque fois que je me déplace, enfin, voilà, si c'est celui-là, et ben, ici, je suis là, puis là, je suis là, puis là, je suis là. Et par définition, c'est... Enfin, oui, si c'est... Ouais, bref. C'est une ligne droite. Donc un mouvement rectiligne uniforme, c'est quoi? C'est un mouvement en ligne droite dans l'espace-temps. Mais pour pouvoir dire un mouvement en ligne droite dans l'espace-temps, il faut effectivement que la distance temporelle ici soit reliée à la distance spatiale. Il faut que je sois dans un espace-temps qui n'est pas juste il y a de l'espace et il y a du temps. Il faut que je sois dans un truc, il y a une entité géométrique où je peux parler d'une ligne droite dans l'espace-temps. C'est-à-dire que je peux dire, j'ai besoin d'une distance ici, si on reste sur la notion de distance, parce que pour l'instant il est plat ici, cette distance-là est la même que là, etc. Il faut que j'ai un sens. Vous voyez, il faut que l'espace-temps soit une entité géométrique. Et là, je peux dire, je vais tout droit dans l'espace-temps. Et vous voyez comment... passer à l'espace-temps, ça simplifie considérablement d'un point de vue conceptuel la physique. Les lois de la physique maintenant, c'est un corps libre, sur lequel s'exerce aucune force, va tout droit dans l'espace-temps. Et cette loi-là, ce sera la même en relativité générale. Un corps libre va tout droit dans l'espace-temps. Il faudra définir ce que ça veut dire aller tout droit, puisqu'on a vu qu'on ne pouvait plus s'appuyer sur les vecteurs d'espace en disant que bah, du coup, enfin voilà. Mais on va avoir une notion de géodésique, ça a été dit, il va y avoir une notion de distance. Pour ça, il faudra passer par les vitesses, etc. Et on aura une notion aussi de transport parallèle. Le mot a été prononcé par l'un d'entre vous tout à l'heure. On va pouvoir. Il y a deux façons de dire qu'on va en ligne droite. La première, c'est de dire, bah, je vais toujours dans la même direction. Mais pour ça, il faut pouvoir dire que la direction ici, c'est la même que ici. Donc, il faut que je puisse comparer des directions en différents endroits. C'est trivial dans une structure affine, puisque les vecteurs se déplacent. Il y a un unique vecteur qui est le même ici que là, etc. Dans un espace court, il va falloir définir ce qu'on appelle la même direction si on n'est pas au même endroit. Sur la sphère,
Si je suis ici, je vais vers le sud, et quelqu'un qui est à New York qui va vers le sud, c'est la même direction ou pas? Parce que vu de l'espace 3D, c'est pas du tout la même direction. Donc il va falloir définir ça. Mais donc il y a deux façons de définir une ligne droite. C'est de ne pas changer de direction. Et l'autre façon, c'est de suivre le chemin le plus court. Et pour ça, il faut définir une notion de distance. Et pour ça, il faudra définir une notion de vitesse d'abord et d'intégrer sur le temps, etc. Donc c'est ça le programme. La relativité générale, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va redéfinir, on va reconstruire l'espace-temps sans supposer qu'il y a une structure affine dessous, parce que c'est juste pas le cas. Donc si on pouvait, on serait bien content, mais on ne peut pas. Et en fait, une hypothèse profonde de la relativité générale, c'est de dire que les deux façons de décrire une ligne droite, c'est-à-dire de ne pas changer de direction, d'aller tout droit et d'avoir le chemin le plus court, en fait, ça donne la même notion de trajectoire. On verra ça. Et le rapport avec la gravitation, c'est que on peut justement... Alors, puisque un corps libre... Voilà, je termine là-dessus. Un corps libre, la loi fondamentale qui était vraie avec Galilée, qui était vraie avec Newton, qui était vraie avec la relativité restreinte et qui sera vraie en relativité générale, c'est qu'un corps libre va tout droit dans l'espace-temps. C'est la loi fondamentale, elle n'a jamais changé cette loi-là, et on voit bien que c'est... Plus on approfondit la physique, plus on lui donne de sens. Il n'y a plus besoin de dire... Dans un référentiel galiléen, c'est juste un choix d'axe particulier, c'est un choix où on prend des axes rectilignes. Ok, oui, c'est normal du coup. On comprend aussi pourquoi un référentiel galiléen, c'est un truc spécial. Oui, parce qu'il a des axes rectilignes, et rectiligne, c'est pas pareil que courbe. Voilà, donc bien sûr qu'ils sont singularisés ces référentiels. On ne comprend pas pourquoi avant d'avoir fait de la relativité. Maintenant, on comprend pourquoi. Alors, ce que je voulais dire, oui, c'est que, donc... pourquoi la gravitation peut se traiter dans un espace-temps courbe? Ben justement parce que donc, deux corps libres ont des trajectoires, vont tout droit dans l'espace-temps, mais sauf que si je lâche deux corps ici, libres, sans vitesse initiale dans le référentiel du système solaire, autour de la Terre, ben, ils vont tout droit dans l'espace-temps. Mais je sais que gravitationnellement, lui, il fait ça, et lui, il fait ça. Ils se rapprochent. Donc, ils vont tout droit, mais ils ne restent pas parallèles. Ou alors, ça dépend de ce qu'on appelle parallèle. En tout cas, ils vont tout droit, mais ils se rapprochent. C'est-à-dire que si je mesure la distance spatiale, c'est ce que je disais, hein, dès lors que vous avez un champ gravitationnel qui n'est pas uniforme, il y a des effets de marée, voilà, et donc leur distance se rapproche, et pourtant, ils vont, au départ... Ils démarrent, on va dire, parallèlement ou à vitesse nulle, ils ont une certaine distance, ils vont tous les deux tout droit et leur distance varie. Ça, c'est pas possible dans un espace plat, tout simplement, parce que si vous avez une parallèle, comme ça, c'est la géométrie euclidienne, c'est le fameux cinquième postulat d'Euclide, par un point donné, passe une et une seule droite parallèle à un autre point, et les droites ne se rencontrent pas. C'est la définition de la parallèle en géométrie euclidienne, sauf à l'infini. Bon, ok. Donc ils ne se rencontrent pas. Et donc un truc comme ça, où deux corps libres qui vont juste tout droit dans l'espace-temps, tout droit et qui démarrent parallèlement, ils ne doivent pas voir leur vitesse changer. Dans la géométrie euclidienne, si sur deux droites parallèles, la distance ne change pas. Or, dans la gravitation, elles doivent le faire. Eh bien oui, il y a une solution, c'est de courber l'espace, parce qu'effectivement, si vous êtes à la surface de la Terre, vous démarrez à l'équateur ici, vous allez tout droit vers le pôle Nord, eh bien vous vous rapprochez de plus en plus, et pourtant vous allez tout droit, au sens, enfin, on peut montrer que ça c'est effectivement la notion de droite sur la sphère. Donc, si vous êtes dans une géométrie courbe, il est parfaitement possible d'avoir deux corps qui démarrent parallèlement, qui vont tout droit et qui se rapprochent quand même. C'est pour ça qu'on peut dire, en fait, il y a peut-être moyen de s'en sortir, de traiter la gravitation, dès lors qu'on relâche la contrainte que l'espace doit être euclidien. Et si l'espace n'était pas euclidien, et s'il était courbé, eh ben en fait, on pourrait peut-être traiter ces effets gravitationnels comme un effet de la courbure, où les corps gardent la loi universelle qu'un corps libre va tout droit, point,
pas tout droit dans l'espace-temps, quel que soit le référentiel, il n'y a plus de référentiel. Il y a l'espace-temps. Et aller tout droit ou pas tout droit, ça a un sens. La trajectoire, elle est droite ou elle n'est pas droite? Si le corps est libre, la trajectoire est droite. Après, je peux la regarder d'un référentiel qui tourne, qui accélère. La droite, la courbe, elle est droite. Enfin, la ligne, elle est droite. C'est une propriété fondamentale qui est indépendante de tout. Vous voyez que cette loi, elle est tellement profonde. Un corps libre va tout droit dans l'espace-temps. Mais alors, comment ça se fait qu'ils peuvent se rapprocher alors qu'ils sont libres? Eh bien, parce que c'est courbé. Et donc, le lien entre la gravitation et la courbure de l'espace-temps, il est exactement là. Et c'est ça qui a donné l'idée à Einstein de faire une théorie de l'espace-temps qui serait une théorie de la gravitation. Bon, on s'arrête. La semaine prochaine, même heure, mais pas même lieu. Donc, on sera, je crois que c'est au rez-de-chaussée par là-bas. OK. À la semaine prochaine.